Gros moment de solitude là tout de suite à l'instant. À peine Eugénie arrive avec Élodie que ça fusionne, ça parle politique, c'est dans tous les sens qui a dit quoi, quel ministre va où, pour qui, pourquoi, comment on vote. Eugénie m'a beaucoup parlé d'Élodie et maintenant je la vois un peu comme la Loïs de la politique. Elle parle politique, elle comprend journaliste et elle répond télé. Je l'imagine sur tous les fronts et je me demande même si elle a des accréditations dans certains QG. Les vrais comprendront la question. Et puis quand elle n'est pas entre deux rendez-vous de campagne, j'ai aussi envie de savoir comment elle fait pour lâcher prise avec le boulot ou si elle est juste complètement addicte. Cela fait des mois qu'on court après notre invitée du jour, mais elle avait une bonne excuse, elle était en campagne. Alors non, ce n'est pas Valérie Pécresse que nous recevons, mais la journaliste qui l'a poursuivie à travers toute la France, jusque dans les prés normands ou au fin fond de la Grèce. Une fois n'est pas coutume, c'est à ton tour de subir nos questions. Bonjour Élodie Huchard-Rédelé. Allô? Et je t'ai pas dit? C'est pas vrai, t'es sérieuse? Mais je t'ai pas dit? Non. Mais je t'ai pas dit? Je ne me trompe pas en disant ton nom. Exactement, bonjour à toutes les deux. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci d'être là. On est super contente de ta voix, pour les raisons qu'on a évoquées toutes les deux. Quand Eugénie dit qu'elle lui a couru après, c'est qu'elle lui a couru après. Ah, oui. Mais parce qu'Élodie courait déjà après quelqu'un d'autre à ce moment-là. C'est un peu la triangulaire qui marche pas. Ouais, c'est ça. On a profité d'une trêve de campagne pour arriver à t'interviewer aujourd'hui. Donc merci d'être venue, parce que toi, tu cours les plateaux. Tu cours les duplex, on te voit sur CNews. Exactement. Tu es journaliste politique. Tout à fait. On va revenir sur ton parcours, on va te poser plein de petites questions. Claudia, c'est pas du tout son domaine. Alors, le journalisme, oui, parce qu'elle est journaliste, mais pas la politique. Donc, Je vais pas te dire chez qui je suis journaliste, ou est-ce que je te le dis? Ah bah tu peux, C'est mieux. comme tu veux. Sache que rien ne sortira d'ici. Gala. Chez Gala. Ah, on adore. Voilà. Grande lectrice. C'est vrai? Oui, Gala web ou print? les deux. Oh, donc tu as peut-être lu Claudia déjà. peut-être. Ah mais c'est fort possible. Ah, génial. Elle a fait un papier sur Prisca il y a pas longtemps, Thévenot, parce qu'on l'avait reçu sur le podcast. interview. Ouais. C'est très cool. Donc Élodie, je pense qu'on va revenir sur ton parcours. Pourquoi ? Parce que c'est quand même toujours un peu énigmatique. Alors journaliste, oui, très bien, mais comment on va vers une spécialisation, particulièrement politique, etc. Donc on sait de toi que tu es passé par la Sorbonne, LCP, BFM, maintenant CNews. Tu avais un chemin tout tracé. T'as plus de place sur ton CV aussi, non? Il y a plus beaucoup de lignes, ouais. Il faut faire 2 pages bientôt, je Recto pense. verso. Ouais, c'est un peu Très ça. bien. C'est la classe quand même. Comment ça a commencé tout ça pour toi ? C'était une évidence petite ou comment ça s'est passé ? Ouais, moi toute petite déjà, le milieu de la télé m'intéressait sans trop comprendre, mais je regardais la télé avec mes parents, je comprenais pas toujours tout, mais il y avait un vrai intérêt pour ce que je pouvais voir à la télé. Et assez tôt, la politique, une fois de plus, quand on est petit, on comprend pas forcément, mais je comprenais qu'il y avait des enjeux, je comprenais qu'il y avait des choses, des personnalités politiques que je voyais beaucoup, et pour le coup, ça m'intéressait. Et quand j'ai grandi au collège, au lycée, je disais déjà que je voulais travailler à la télé. Au début, je disais que je voulais être animatrice télé, parce qu'à cet âge-là, on comprend pas forcément les différences. Et après, journaliste. Et effectivement, assez naturellement, je suis allée vers la politique parce que, c'est un domaine qui m'intéressait, parce que j'ai suivi des études aussi de sciences politiques, donc ça allait dans ce sillon-là. Et pour le coup, moi, c'est vraiment une spécialité que j'ai choisie, vers laquelle j'ai voulu aller. Parfois, il y a des parcours où vous vous retrouvez en politique parce qu'une place est libérée. Moi, c'est vraiment ma décision, mon envie. Et honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferai demain ou après-demain, mais je sais que la politique, c'est vraiment le domaine dans lequel j'ai envie de rester, au moins pour l'instant, mais je pense quand même pour de nombreuses années. Tu te sens à l'aise, quoi. Tu as trouvé ta voie. Oui, c'est ça. Et puis c'est forcément quand vous avez la bonne matière à traiter, ça vous intéresse. Vous êtes, on se sent dans le jeu. On a les bonnes sources, on a les déplacements. C'est quelque chose après qui vous fait un peu vibrer aussi. Je sais qu'il y en a qui sont totalement hermétiques à ça. Moi, voilà, ça peut Claudia. Mais voilà, en fait, chacun a son domaine. C'est vrai que moi, ça me passionne de savoir qui va en déplacement où, de suivre des déplacements, de suivre des réunions qui passionnent pas grand monde parfois. Mais moi, ça arrive à m'intéresser. Mais tu t'intéresses à la politique politicienne pour le peuple, le pays, les lois, ou à la politique, ma question est bizarre, politicienne au sens de la personnalité politique? En fait, le truc, c'est que je pense que justement, le journalisme politique, c'est extrêmement vaste et vous avez beaucoup de manières de la traiter. Quand j'ai travaillé par exemple à LCP, où j'étais vraiment sur le fond, sur les textes de loi, sur comment on travaille des textes de loi, c'était forcément un métier différent d'aujourd'hui où je suis beaucoup moins sur les textes, etc., que sur suivre des parcours. Pendant 5 mois, effectivement, j'ai suivi Valérie Pécresse, où là, vous suivez en fait une femme et un parti. Mais justement, c'est ça aussi qui rend les choses intéressantes. C'est qu'aujourd'hui, dans mon métier, je peux suivre des réunions, je peux suivre des déplacements, je peux avoir accès à des personnalités politiques extrêmement différentes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir traiter aussi
Un petit peu tout ça, parce que la politique, il y a ce qu'on voit à la télé, ce qui est intéressant, les personnalités connues, les ministres, la nomination d'un gouvernement. Et certes, c'est l'essentiel de mon job aujourd'hui, mais il y a aussi des moments où il faut savoir se poser, il faut aller parler à des sources que personne ne connaît, des élus locaux, etc. Parce que c'est une autre façon de faire la politique, une autre façon de s'y intéresser. Mais de ma petite expérience, je vois aussi que c'est souvent dans ces moments-là, avec des sources très proches du terrain, que vous apprenez beaucoup plus, sur la politique, sur ce que veulent les Français aussi, qui sont aussi des relais pour nous, pour savoir ce qui intéresse vraiment les gens, quoi. Donc la petite Élodie, elle savait déjà que la politique, ça l'a passionnée et finalement, ça a suivi ta vocation. C'était presque une vocation. Ah oui, c'était en tout cas une évidence. Moi, quand j'étais petite, ma mère était conseillère municipale de ma petite commune. Génial. Voilà, enfin, c'est déjà, non, mais ça m'intéressait Bah au oui. niveau très local. Quand j'étais au collège, j'ai été élue conseillère dans la communauté de communes du coin, etc. Ah oui, Donc, non, ça c'est une m'intéressait. vocation, ça Oui, t'est oui. pas tombé dessus, c'est que t'avais Non, non. vraiment un truc. Oui, et puis j'ai suivi, et puis voilà, d'abord au niveau hyper local, mais qui moi continue à m'intéresser beaucoup. Je fais beaucoup rire mes collègues quand à chaque fois je me rends compte que dans une commune il se passe un truc, je suis la seule à être fascinée par le truc. Mais c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée, et puis même d'avoir eu la chance petite d'être élue, c'est passionnant de se rendre compte comment on fait les choses quand vous avez 13-14 ans, de comprendre comment fonctionnent des réunions, une fois de plus à une échelle hyper locale. Mais vous comprenez quand même beaucoup de choses, et il ne faut pas oublier aussi que la vie politique, c'est aussi cette vie locale et qui vous apprend beaucoup de réflexes quand Et même. qu'est-ce déjà. qui fait que tu as choisi le côté journaliste de la politique et pas la politique directement? Être élu. Parce que je pense qu'en fait, la politique m'intéresse, mais ça m'intéresse beaucoup plus de la décrypter, Ok. de m'intéresser à tous les partis, de pouvoir suivre. Et c'est ma chance aussi aujourd'hui que j'aurais pas si j'étais élue, c'est de pouvoir parler à des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, d'En Marche ou de LR. Et autant ça m'intéresse beaucoup de la suivre comme ça, autant pour moi, pour l'instant, je vais pas parier de ce que je ferai peut-être dans 30 ans, j'en sais rien, mais de m'enfermer, entre guillemets, dans un parti ou être affilié à une personnalité politique, pour moi, aujourd'hui, ça serait être trop cadré et être trop enfermé quelque part. D'où ma question, est-ce que toi tu as un avis politique? Vu que tu es journaliste, tu dois suivre plusieurs politiciens différents, tu dois décrypter l'info. Est-ce que toi tu as un avis ou est-ce que c'est dangereux? Non, avoir un avis, je pense que c'est pas dangereux. Je fais pas partie de ceux qui pensent que. Non, dans le sens où tu peux oui. vite vaciller, tu vois, et donner plus un Non, avis parce que vous êtes, en fait, on est quelque part conditionné. C'est que moi, effectivement, je peux suivre récemment. J'ai fait à la fois les déplacements d'Elisabeth Borne, j'ai fait Marine Le Pen, ou j'ai fait des conférences de presse de Jean-Luc Mélenchon. Et moi, j'ai toujours appris à traiter les hommes politiques, quel que soit leur parti, quel que soit leur niveau, entre guillemets, si je peux dire, de la même manière. Donc, autant avec des amis, je peux avoir un avis, autant quand je suis journaliste, je regarde les faits. Et voilà, et quand j'ai suivi Valérie Pécresse, il y a des déplacements qui fonctionnaient bien, je l'ai dit. Il y a des déplacements qui n'ont pas fonctionné, je l'ai dit aussi. tu C'est-à-dire as que des vous anecdotes observez. croustillantes, je suis là. Non, mais voilà, par exemple, un épisode comme le Zénith où on a dit qu'il était beaucoup raté, etc. C'est en fait, et vous le dites. Et je pense qu'après, moi, j'ai pas de problème à me dire quand je regarde quelque chose, quelle que soit la personne que j'ai en face, c'est est-ce que ça fonctionne, c'est comment ça se passe. Nous, notre job aussi, c'est de raconter aux Français comment a pu se passer un déplacement, comment a pu se passer une réunion, comment quelqu'un se défend. Après, là, mon avis ne compte pas parce que objectivement, je vois quand même bien comment ça se passe, quoi. Ok. D'où ma question, est-ce que des fois on n'est pas tenté un peu de donner de sa personne, de son avis? Maintenant, tu dois être neutre. Non, et puis c'est pas une tentation parce que je pense que c'est vraiment un logiciel Oui, qui c'est fait programmé. qu'à aucun moment je me dis tiens, je devrais peut-être dire ça quand même. Enfin, c'est vraiment pas une question que Tu fais la part que je des me pose. choses. Oui, parce que c'est une façon d'être conditionné, de savoir faire son travail Tu es comme ça. Voilà. professionnel. J'espère, j'essaye. Tu as fait ton premier stage avec Marie Drucker. Oui. J'ai vu ça. Comment tu arrives à décrocher un stage pareil, en fait, direct Mais en fait, moi, j'ai toujours été très, très motivée, vraiment, par ce job, par l'idée de me dire que c'est ce que je voulais faire. Alors ça, si quelqu'un ne l'avait pas compris, c'est qu'il était en train de dormir là. Non, mais et vraiment, en fait, je me suis dit, j'adorais, en fait, je regardais la télé, etc. Et je voyais à l'époque Marie Drucker travailler sur Soir 3, elle présentait le journal du soir à France 3. C'est vrai. Et j'adorais Marie, enfin, j'adorais ce qu'elle dégageait, sa façon d'être, etc. Et donc, à l'époque, j'étais encore dans l'Ain et j'avais vu que France Télé ouvrait ses portes pour les Journées du patrimoine. Et donc, j'ai tenté d'écrire une lettre adolescente que j'étais à Marie Drucker, disant je pense que je l'adorais et que je montais à Paris. Enfin bon, voilà, une lettre où je me disais personne ne lira jamais ça, ça va rester sur une pile de courrier. J'ai reçu une photo dédicacée derrière, me disant rendez-vous Journées du patrimoine. Très honnêtement, c'était un jour où, enfin, je me revois encore ouvrir cette enveloppe et recevoir la photo dédicacée où j'étais extrêmement, enfin, j'étais hyper heureuse et C'est c'était ça. très inattendu. Tu as encore la photo? Bien sûr, elle est dans mon bureau, chez mes parents. Ouais, bien sûr. Ah, mais j'ai un petit hôtel de souvenirs. et je suis montée à Paris. On s'est effectivement vu aux Journées du patrimoine. On a échangé nos mails. Et à l'issue, elle m'a envoyé un mail en me disant je vous ai trouvé hyper motivée. Donc j'ai proposé à France 3 de vous prendre en stage.
Je crois avoir dit à ma mère à ce moment-là qu'il fallait appeler les pompiers parce que je me sentais mal, mais vraiment, parce que j'ai un petit côté très émotif. Et je suis montée à Paris, j'ai fait un stage d'1 semaine. Tu l'as rencontré pendant ce stage ? Ouais. Du coup, je travaillais alors toute la journée avec la rédaction et le soir, j'allais voir ses journaux. Et pendant longtemps, elle a été vraiment là à me conseiller. J'allais la voir dans des émissions, etc. Et ensuite, c'est elle aussi avec Michel Drucker, son oncle, qui m'ont mis le pied ensuite à l'étrier pour passer à Europe 1, où j'ai fait mon premier vrai stage un peu long et un peu costaud. Et c'est une vraie chance, honnêtement, quand des gens comme moi qui débutent, qui connaissent personne dans le milieu, enfin des gens comme Marie Drucker ou comme Michel Drucker qui doivent recevoir mais je sais pas combien de milliers de lettres par mois, par semaine, de se dire que des gens comme ça ont l'humilité de se dire cette petite gamine on la connaît pas mais en fait on va l'aider quoi. Et vraiment je leur serai toujours reconnaissante donc parce tu que mets c'est un petit coup de pied au cliché du piston de ce milieu-là en tout cas. Ouais, et moi j'ai plein d'histoires pour en parler avec des amis, j'ai plein d'histoires comme moi de gens qui ados ou jeunes adultes ont poussé un jour la porte d'une rédac ou ont appelé un présentateur télé, un présentateur de JT, etc. Et honnêtement je pense qu'on passe tous par là aussi, donc je me dis moi demain si quelqu'un me dit tiens comment je fais pour entrer dans une rédaction, je sais que je suis sensible à ce genre de demande parce que je me dis moi on m'a tendu la main, forcément derrière vous avez envie de faire la même chose à quelqu'un quoi. C'est bien. C'est quoi tes références en journalistique ? T'as des journalistes comme ça qui t'ont donné envie, que tu as toujours en référence ? Alors moi, il y avait vraiment Marie qui correspond plus peut-être à mon époque. Après moi, j'avais un truc comme je regardais beaucoup les JT, etc. Une figure comme Claire Chazal, moi, ça reste quand même quelqu'un d'incroyable. Enfin, je l'ai croisée encore l'autre jour dans la rue vers Matignon. De la croiser, ça me fait encore un petit truc de midinette, quoi, voilà. Et après, moi, après à CNews, aujourd'hui, je travaille par exemple avec Laurence Ferrari, qui est quelqu'un que j'ai beaucoup vu dans les JT. Et franchement, Laurence, c'est impressionnant parce que je la voyais beaucoup à la télé et là je me retrouve à travailler dans ces émissions, à parler avec elle à chaque fois. En fait c'est horrible parce que quand je fais un duplex, mes collègues se moquent de moi, ils disent ah Élodie fait un duplex chez Laurence, elle est donc stressée. Mais parce que c'est aussi la chance de me dire ces gens que j'ai tellement admirés d'aujourd'hui, de pouvoir les côtoyer, de pouvoir bosser avec eux, c'est incroyable. Et après moi des figures comme des gens comme Anne Sinclair, Arlette Chabot, etc. Alors c'est souvent des femmes, je l'accorde, c'est peut-être voilà, mais c'est des figures que j'ai toujours vues et qui et encore aujourd'hui, je trouve qu'ils ont une stature incroyable, qui sont droites dans leurs bottes et qui ont des carrières incroyables, dont on parle peut-être pas assez d'ailleurs souvent. C'est ton but ? Je sais pas, parce que j'ai pas forcément de plan de carrière à long terme, etc. Mais voilà, je me dis, moi je suis bien là où je suis, j'ai envie d'évoluer. Après, je me dis pas que j'ai forcément envie d'avoir une émission, je rêve pas de présenter un JT, c'est plus forcément ça mon objectif. Mais en tout cas, je me dis, durer dans ce métier, c'est compliqué. Et Michel Drucker dit toujours, la durée dans le métier, c'est le plus dur, mais c'est ce qu'il faut viser. Ça va, lui ça fait... Oui, alors voilà, lui il a un peu d'avance sur moi. Lui a un peu d'avance sur moi, mais c'est vrai que ces figures-là, moi, m'impressionnent aussi par leur longévité, par le fait qu'elles sont capables aussi de malgré tout ce qui a pu arriver dans leur carrière, de toujours se relever. Et on sait que c'est pas toujours facile. Mais tu vois, tu viens sur le sujet que je voulais aborder, c'est marrant. On dit souvent que le milieu du journalisme, c'est quand même un milieu très masculin, encore plus en politique. Est-ce que toi, tu l'as ressenti ou tu le ressens encore aujourd'hui au quotidien ? Mais en fait, assez peu. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais hyper jeune. Donc tout le monde disait « Ah, t'es la petite jeune, etc. » Et moi, je me suis dit, être une femme, être jeune, etc. En fait, je suis journaliste, point. Ouais. Moi, je suis la seule femme aujourd'hui au service politique de CNews. Ah ouais ? Il y a moins de femmes, je pense. Alors, honnêtement, avec ma génération, ça change un peu. Il y a quand même beaucoup de femmes. Après, on se rend compte que parfois, alors pas du tout dans ma rédaction aujourd'hui ou quoi que ce soit, mais parfois pour certains qui ont des réflexes à l'ancienne, où c'était le milieu politique entre mecs, je sens que parfois, entre une nana, journaliste politique, et un mec qui leur parle, je sais que même si c'est moi qui ai raison, on va quand même un peu plus douter, quoi. Ouais. Mais c'est pas, au quotidien, j'ai jamais souffert de ça, j'ai jamais... Et puis parce que je pense que j'en fais tellement pas une excuse que moi, je me dis pas en arrivant, pardon, je suis une femme, mais... Oui. Non, en fait, je suis journaliste, j'ai ma carte de presse, et donc je m'en excuse pas, même si... C'est pas un sujet, quoi, pour toi. C'est pas un sujet, et puis je fais partie de cette génération aussi où sur le terrain j'ai beaucoup de collègues femmes et voilà, donc je pense que ça évolue. Quand on regarde un peu les vieux de la vieille comme on dit, il y a clairement plus de mecs que de femmes. Ouais, mais pourtant il y a quand même, tu vois, tu as cité Marie Drucker, Arlette Chabot, aujourd'hui Apolline de Malherbe, Wendy Bouchard, c'est des femmes ou Laurence Ferrari qui pèsent dans le paysage audiovisuel et particulièrement dans les politiques. Donc on a c'est des sacrés repères. Oui, je les vois comme des repères. Ouais, tout à fait. En plus, tu parlais de Claire Chazal, alors moi ça me parle complètement parce que c'est clairement ma génération, c'est-à-dire je me faisais tous les journaux. Non mais moi aussi c'était ma génération et j'ai vu quand elle a dit au revoir. Oui mais c'est ça, mais c'est sa force, c'est d'être la génération de plein de personnes. Et effectivement, comme tu dis, aujourd'hui, de plus en plus il y a des journalistes femmes.
chez nous, Laurence Ferrari, Sonia Mabrouk, etc., où on donne des interviews politiques de matinale, qui en général le créneau le plus prestigieux, à des femmes. Dans le débat de l'entre-deux-tours, en général, il y a quand même une femme, et il y a plein de femmes comme ça qui se sont imposées et qui s'imposent aujourd'hui. Et je pense que ça aide aussi, forcément, quand vous avez des politiques qui, le matin, vont chez Sonia Mabrouk, ils se demandent pas si c'est une femme, ils voient qu'elle est pertinente, etc. Et donc, ça, forcément, tout ça engendre que le fait d'avoir de plus en plus de femmes journalistes, c'est pas un sujet, quoi. Et puis il y a plus de femmes politiques aussi. Aussi, ça aide. Et puis c'est une évolution. Aujourd'hui, je pense je dis pas qu'il y a encore 20 ans, on souffrait pas forcément. Je pense qu'être une femme, on peut dire que c'était plus compliqué, etc. Aujourd'hui, entre cette génération d'élus qui arrive, où il y a normalement autant de femmes que d'hommes, et le même mouvement qui se crée chez les journalistes, ça normalise quelque chose, quoi. C'est ça. T'es plus à l'aise en interview face à une femme ou face à un homme? Les deux. Honnêtement, j'ai pas. C'est la même. En fait, c'est la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'autant moi, je me dis jamais, je suis une femme. Enfin, je le sais quand même. Au moment où tu bosses, c'est pas le sujet. Sais, je vous rassure. Mais en face de moi, que ce soit un homme ou une femme, il y a des femmes qui m'impressionnent beaucoup. Il y a des hommes qui m'impressionnent pas. Enfin, c'est une question après de charisme, mais pas. Je me pose jamais la question en me disant, je me suis jamais dit, je suis plus impressionnée parce que c'est un homme. Ok. Comment tu construis tes interviews, tes chroniques, comment tu travailles en fait, parce que ça aussi ça fait partie des grands mystères du journalisme, on se dit bon, travailler en amont. Ouais, exactement. Comment tu travailles tes interviews? En fait, c'est plusieurs choses à la fois. Premièrement, c'est avoir un regard sur l'actu tout le temps. C'est-à-dire que lire la presse, avoir en permanence l'écoute des radios, des télés pour se nourrir un petit peu. Écouter un peu aussi le travail des autres, et ça compte. Ensuite, c'est nous entretenir nos sources, avoir nos propres infos évidemment. Donc ça passe par des coups de fil, des cafés, des déjeuners, souvent qu'on lui en groupe, et entretenir ça tout le temps. Et entretenir son réseau, c'est un vrai job. C'est fatigant, non? C'est-à-dire que moi, par exemple, qui ai suivi Valérie Pécresse, c'est 104 députés à l'Assemblée nationale. Globalement, normalement, alors je vous dis pas que j'ai les 104 au téléphone tous les jours, mais ça veut dire que c'est des gens qu'il faut quand même avoir identifiés, qu'il faut connaître un minimum, à qui il faut quand même envoyer de temps en temps 2-3 textos. T'es une machine de guerre. En fait, il faut être rigoureux, et il faut vous dire, moi par exemple, des journées à la rédac où j'ai pas forcément de déplacement ou quoi que ce soit, c'est des journées où je me fais une liste, je sais pas, de mes parfois 50 noms, en me disant, allez, ce soir j'ai rappelé tout le monde, ou j'ai envoyé un texto à tout le monde. Mais concrètement, dans ce texto, tu leur bonjour, ça va, ou il y a une vraie conversation? Parfois, il y a un vrai besoin d'infos, et on va droit au but. Ou sinon, c'est alors comment ça se passe, comment ça va, on va se prendre un café, vraiment entretenir, parce que vous pouvez pas, quand vous avez besoin d'une grosse info, débarquer avec vos gros sabots, genre bonjour, on s'est jamais parlé, mais je veux une info exclue. Non, ça ne marche pas comme ça. Oui, il y a une relation de confiance. Voilà, c'est une relation de confiance, c'est montrer, et puis c'est aussi un bon moyen pour vous de voir aussi avec quelles sources vous entendez le mieux, quelles sont celles qui sont plus promptes à vous répondre. Et puis après, quand c'est soit quand je suis sur des plateaux ou quand je fais des duplex, je prépare un petit peu. En général, moi, j'aime bien me faire d'abord un peu une petite base de doc, de 2-3 idées que j'aimerais donner. Et après, les duplex un peu complexes, je les écris vraiment pour pas trop me planter. Et en fait, moi, une fois que j'ai les idées en tête, je préfère improviser, parler comme je vous parle là. Parce que moi, je trouve que plus j'écris, plus c'est robot à j'ai la le nez télé. sur la feuille, et je me dis, mince, j'ai perdu un truc. Alors qu'en fait, après, c'est aussi un peu avec l'expérience, parce qu'au début, vous n'osez pas trop faire ça. Mais je me rends compte que quand je parle normalement, c'est forcément plus clair et agréable pour le téléspectateur que quand je suis là. Alors, point numéro 2 que j'avais noté. Oui, mais c'est le même enjeu pour tout le monde, et même pour les politiques. C'est qu'en fait, quand on arrive à se faire un tout petit peu confiance, les premiers duplex sont un peu foireux parce que la première fois que vous lâchez sans note, vous êtes oulala, j'ai fait 3 boulettes. Mais vous vous rendez compte que quand vous parlez naturellement, les choses sont bien plus fluides. Tu te souviens de ton premier duplex? Ah ouais, mon premier duplex, c'était vraiment l'enfer parce que à l'époque, je bossais à BFM, j'étais en programmation, c'est-à-dire que je calais les invités pour les émissions. Et il avait été convenu que pour l'été, j'allais rejoindre vraiment le service politique en tant que rédactrice reporter. Et j'allais observer en fait ma collègue qui travaillait, quoi. Ma collègue qui n'est jamais venue. Ah. Et moi au début je leur dis non mais stop. Par contre moi elle est pas là, vous comptez pas sur moi. Enfin moi je suis en observation, j'ai pas fait un duplex de ma vie. Enfin je sais même pas parler dans un micro. Et ma chef du service politique à l'époque, Camille Langlade, m'appelle et me dit écoute, est-ce que tu te sens de faire un duplex? Donc option 1, je me dis non, je vais mourir. Vraiment. Non, option 2, c'est le moment de et prendre je la me perche dis contre un le jour temps. ou l'autre il faut vivre cet enfer qu'on a tous connu, c'est-à-dire que le premier duplex de toute façon vous vous dites ok, je le referai plus jamais. Donc c'était la canicule dans Paris. Moi j'étais à l'Assemblée nationale, je vais raconter la canicule à l'Assemblée. C'est pas toujours fascinant, mais et j'ai fait ce duplex. Alors c'était horrible parce que je pensais pas le faire, j'avais pas de veste de tailleur ou quoi que ce soit parce que c'est quand même canicule, donc j'avais pas totalement prévu. Et je me rappelle, j'avais mon oreillette, je savais même pas comment la mettre, j'avais mon petit micro dans mes mains, je me disais comment je le tiens, je me disais comment je tiens un micro et un papier, je vais pas y arriver. Bon. Et mon collègue du coup qui était en charge de la réalisation du duplex, je lui dis par contre je te préviens, fais attention parce que je pense que je vais faire un malaise ou que je vais vomir pendant le duplex. Et donc appelle les pompiers la deuxième fois. Appelle les pompiers la deuxième fois. Oui, parce qu'en général je réagis toujours très mal à une nouvelle.
Et ça a été... En fait, j'ai fini ce duplex et je me suis dit, c'était le pire duplex de ma vie, et j'en suis certaine. Et j'aurais plus jamais de stress comme ça. Ouais, voilà. Et après, ça a roulé. Parce qu'en fait, vraiment, à chaque fois, je me dis, tu seras pas plus Pire que stressé ça. et tu feras pas moins préparé que ton premier duplex. Donc- Et finalement, bon, c'était la première télé. Donc c'est un Mais moment... c'est surtout que c'est une belle opportunité qu'on t'avait filée à ce moment-là. Fallait la prendre, quoi. C'était une belle opportunité et j'avais conscience qu'il y avait aussi un côté test derrière, du côté est-ce qu'elle se lance ou est-ce qu'elle se lance pas, parce qu'un Ouais, c'est jour ça. ou l'autre, vous avez beau vous dire mais le premier duplex je vais le préparer plus, en fait c'est pas la question, c'est pas la préparation, c'est quand vous êtes seul face à la caméra Qu'est-ce que ça et donne que vous dites qu'est-ce que je fous là, quoi. Et puis en vrai, je pense, vaut mieux que ça t'arrive quand t'es jeune et à tes débuts d'avoir ton premier duplex, qu'au bout de 10 ans de carrière, ton premier duplex, tu le foires là. À mon sens, c'est fini. Quand t'es jeune, Oui, t'as oui. peut-être aussi ce truc de Oui, et l'inexpérience. puis il y a ça, et puis il y avait je sais que si ça s'était mal passé, BFM aurait été totalement bienveillant avec moi, etc. Bon, ça Donc va. mais voilà, et puis après j'ai commencé comme ça, et de plus en plus de duplex, et puis et là où on prend vraiment confiance, c'est les premières éditions spéciales où vous enchaînez vraiment les duplex, où là en fait vous vous rendez compte que vous êtes capable de meubler faire des duplex tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures sur des trucs, et là ça aide vraiment un peu à se lâcher et à se dire c'est bon, T'es à j'arrive l'aise à parler. maintenant. Oui, maintenant je suis à l'aise, et puis c'est pas Enfin, c'est même un plaisir, c'est sympa quand vous avez passé toute la journée sur un événement, quel qu'il soit, de vous dire je vais le raconter aux gens, quoi. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que raconte-nous ta journée type. Alors, ça n'existe dépend. pas. Ma journée type. Non, mais en fait, c'est très différent. J'ai pas d'horaire, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je suis en matinale, donc j'arrive à la rédac vers 4h du matin. Il y a des jours où je suis en soir, donc je peux finir à minuit. Ce qui, je trouve, est aussi le truc un peu excitant de changer toujours d'horaire, même si je vous dis ça quand je me lève à 4h, à 2h45 du match, je trouve pas ça du tout excitant, mais bref, Ça pique un et peu. après c'est soit des journées où je suis à la rédaction, donc une journée que par exemple comme je suis en train de vivre aujourd'hui, il y a une conférence de rédaction à 9h le matin, on me donne les sujets sur lesquels je vais travailler, soit ça peut être je vais en plateau, soit je fais juste des petits papiers rapides, soit je peux monter un sujet aussi. Tu préfères quoi? Tout est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait je pense que si on me mettait uniquement en plateau, de moment ça m'embêterait. Si on moi j'aime bien être sur le terrain quand même, donc me dire par exemple tu fais 2 mois sans aller sur le terrain en étant qu'en plateau, ça me frustre un peu. Monter des sujets, je ferai pas ça, je ferai pas 3 sujets par jour, mais ça m'intéresse. Et puis après quand il y a des déplacements, c'est partir à droite à gauche, il y a vraiment pas on s'ennuie pas, quoi. Il y a pas de J'ai routine. l'impression, qu'on s'ennuie pas. Non, mais bon, tant mieux, parce que je me dis, c'est aussi une chance de... Enfin, moi, je suis un peu hyperactive quand même, donc moi, une journée où... je préfère des journées qui soient bien pleines, où j'ai fait plein de trucs, qu'une journée où je me dis... Et quand par exemple, là, tu as vécu récemment la fameuse attente du gouvernement, d'annonce du gouvernement, 3 jours sur le trottoir à attendre que ça sorte. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses, parce que en fait, ça, c'est le pire. C'est ce qu'on appelle les planques quand vous attendez. J'avais fait aussi pour BFM 7 jours devant le portail de Brégançon de Macron. C'est pour ça que souvent, votre duplex à la télé, vous dites plein de choses qui ne nous apprennent pas grand-chose. Ah, mais parce qu'en fait, qu'est-ce que fait le président de la République? Eh bien... Je pense Il a mangé une pomme Et ce en matin. réalité, qu'est-ce qu'il fait? Je n'en sais rien. Non, mais en fait, et puis les duplex d'attente comme ça à Matignon, c'est à la fois... au bout de 3 jours, c'est un peu lassant. Ah, bah tu m'étonnes. Avec quand même le truc de, comme la voiture sort et rentre Et ouais, d'Elisabeth tu Borne, dis, oh, et que c'est le seul, en fait, événement, faut pas être parti au moment où la voiture part. Ah bah oui. Donc, vous êtes planqué devant une porte. Le trottoir Matignon est pas large du tout. Je préfère juste prévenir. C'est-à-dire que bon, voilà. Et on attend. Et heureusement, en général, on est beaucoup de confrères. Donc, il y a une bonne ambiance. Ouais, voilà. C'est franchouillard. On se marre tous entre nous. Il y a plutôt Un une bonne grill ambiance. de merguez comme pour la CGT, Ouais, pas très Mais loin. j'adorais. Non, parce qu'en plus, moi, c'est ça. Moi, j'adore quand ils vont sur des foires ou des trucs comme ça. Parce que je dis, au moins, il y a à manger. Bah oui, Ah oui. bah Parce que oui. moi, j'ai un vrai truc avec la nourriture. Donc, moi, je suis celle qui a toujours faim. Et donc, quand on me dit, tu vas rester planqué là et que je vois qu'il n'y a pas un café à côté, je me dis, déjà, ma journée va être complexe. Parce que le truc, c'est pas de part savoir mal. quand va être nommé le gouvernement. C'est est-ce que je peux d'abord manger? Parce que je suis mieux après. Tu sais, au moment où Borne sort avec son petit Oui. sandwich. Mais le 10, t'étais pas là? Ah ben non, Non, c'était je 13h30, mangeais. donc c'est l'heure désolé. C'est l'heure du goûter là. Non, mais on s'habitue à résister à tout dans ce métier, à résister à la faim, à la soif, à la chaleur et au manque de sommeil. Donc, Ah bah vraiment, t'es bonne pour Koh-Lanta. Et à l'avion Oui. À Ouais. l'avion, oui. Non, ça, on en parle. Alors, on peut en parler. Comment fait-on pour suivre une campagne quand on a peur de l'avion? Non, mais moi, vraiment, la peur de l'avion, en plus, c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai pris très peu l'avion avant, sur des vols très courts. Et moi, très clairement, des vacances à l'étranger, c'était juste
injouable. C'était juste, ça n'existe pas. Et enfin, moi, j'avais vraiment fait une croix sur le fait que je bougerais jamais de France et que ça me va très bien, mais vraiment. Et je savais qu'un jour ou l'autre, Valérie Pécresse prendrait l'avion, mais j'ai voulu le nier sans doute dans mon fort intérieur. Donc, premier des plats, quand elle va à Nice chez Ciotti, bah, moi, je descends en train et on me récupère. Enfin, ouais, le premier, je l'ai évité. Ah ouais, t'as quand même réussi. T'as quand même fait 5 heures de train. Hein. Non, mais pas, même plus, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de retard et on allait à Saint-Martin-Vésubie, donc j'ai fait, je crois, 14h30 de trajet pour 2 heures sur place. Pour connaître ce trajet, c'est une horreur. Ouais. Ah, mais moi, je m'en fous, je peux faire. Enfin, s'il faut que je fasse 4 jours de train, je le fais. Et donc, effectivement, arrive le déplacement en Grèce. Et quand on me dit que j'y vais, honnêtement, enfin, angoisse terrible. Ouais. J'allais rejoindre une collègue, j'arrive en pleurs, etc. Parce que vraiment, c'est une angoisse catastrophique. J'avais tenté de faire de l'hypnose, ça n'avait pas du tout marché. Donc voilà. Et donc, je lui dis, en fait, je vais pas pouvoir, c'est pas possible. Et je lui dis vraiment, si c'est à un moment donné. Mon job est prendre l'avion ou pas de job, je me demande dans quelle mesure je vais pas leur dire que j'arrête, quoi. Eh ben ouais. Parce qu'en fait, une angoisse. Et puis en fait, on me dit ça le vendredi, je dois partir le vendredi d'après, mais pour moi, enfin, l'enfer. Ouais, c'est trop long. En plus, t'as le temps d'y réfléchir. Et puis c'est. Enfin, pour moi, 3h30 d'avion, c'est vraiment genre, c'est un Paris-New York le truc, faut s'en rendre compte. Oui, ben oui. Et alors, c'est drôle parce que Valentin, qui bosse avec Pécresse, avait aussi très peur de l'avion, donc on commence à dire, mais attends, on s'en fout, viens, on prend une bagnole et tout. L'équipe de bras cassés à ce Ah non, mais moment-là. total. Après, j'apprends Prends sur un place. bateau. On me dit, je vous préviens, il y aura un vol interne. Les amis, 4 avions en 3 jours. Je vais décéder. Et j'ai passé, donc, j'ai arrivé à la rédac. Bon, je leur dis, je sais pas quoi faire, etc. Et le directeur de la rédac, adorable, me dit, mais tu sais, ça va être dur, mais je pense qu'il faut que tu le fasses. Enfin, j'ai vraiment eu de la chance aussi d'avoir. Parce que moi, tu sais, quand vous avez une phobie comme ça, vous avez hyper peur d'en parler à vos supérieurs en me disant, ils vont me dire, enfin, meuf, t'es sérieuse, qu'est-ce que tu fais, quoi. Il a été adorable, il m'a beaucoup écouté. Je me dis, ok, je vais le faire. Pendant une semaine, j'ai pas beaucoup dormi, voire pas du tout. J'ai été malade du matin au soir. Bah oui. Plus ça arrivait, plus je me disais, mais en fait, je vais pas y arriver. Moi, je me voyais pas rentrer et tout. Enfin, c'était le bordel. C'est toujours le pire. Et bon, je me suis un peu shootée, beaucoup. Et on a fait donc un vol interne entre Athènes et Samos, où le vol retour, ils nous disent, il y a beaucoup de vent, le vol va être très compliqué. Et moi, je dis, mais le plus sérieusement du monde, il y avait Eric Ciotti à côté, je vais pas y aller. Et tout le monde rigole. Et ma collègue me dit, non mais rigolez pas, parce que là, il faut la récupérer, parce qu'elle va pas monter. L'enfer, le vol bougeait dans tous les sens. Et donc, comme moi, j'étais totalement shootée, à la fois, je me rendais compte qu'il y avait un problème. Oui. Mais bon. Et je dis à ma collègue, mais le plus naturellement du monde, je dis, ah, mais de toute façon, si on s'écrase, au moins, c'est fini, quoi. Et là, elle me dit, mais on dit pas ça dans un avion. Je dis, mais... Et moi, en fait, vraiment, je me disais factuel. Ouais, voilà. En fait, si on s'écrase, donc calvaire, j'ai plutôt mal. Et donc, ouais, je l'ai pris une douzaine de fois pendant la campagne. Toujours vivante. Je suis toujours vivante. J'ai perdu des années d'espérance de vie pour stresser. Ouais. Mais bon, au moins cette campagne a permis ça. Alors, je dirais pas que c'est guéri parce que c'est encore. Mais bon, je l'ai sur pris un chemin, quoi. Quand on dit que la politique c'est fait pour aider les gens. Mais voilà. Mais Valérie Pécresse m'aura aidé avec l'avion. Hein, elle aura servi à quelque chose dans cette campagne. C'est déjà un bilan parce que c'était pas gagné. Hein. Ouais, justement, tu vois, je voulais revenir sur ça. Est-ce que c'est toi qui choisis les candidats que tu. Enfin, là, c'est Valérie Pécresse que tu as suivi. C'est toi qui as choisi ou on te l'a imposé ou comment ça se passe? Non, nous au service politique on est 6 et ça s'est plutôt en réalité bien goupillé parce que on avait deux de mes collègues qui étaient sur Macron, donc on suit sa campagne, Johan qui fait le RN depuis longtemps, qui l'a suivi, et tous en fait on avait un peu nos précarés déjà parce que forcément dans une rédaction vous divisez le travail entre partis, donc naturellement moi j'avais plutôt suivi la droite et même depuis le début etc dans mes parcours précédents, donc il n'y a pas eu de déçus, tout le monde, le truc s'est fait hyper naturellement pour tout le monde, il n'y a pas eu de mais moi je voulais faire ça et tu me l'as pris, donc ça s'est fait naturellement. Après, ça se fait entre quand vous arrivez dans des rédacs, pour le coup, vous voyez où il y a un peu plus besoin. Et moi, j'ai toujours eu plus d'infos et de sources à droite qu'à gauche. Donc voilà, tout naturellement, c'est comme ça que ça s'est passé. Est-ce qu'on peut tout dire sur une campagne ? À partir du moment où tout ce que vous dites est étayé et vrai et n'est pas justement votre sentiment, oui. Très bien, c'était ma question. Et pour revenir à cette campagne, vu que tu l'as vécu de l'intérieur, est-ce que toi tu as vu venir le naufrage ou pas du tout pour Pécresse ? Non, pas à ce point-là, parce qu'en réalité, en plus de l'intérieur, pour le coup, sur le terrain, alors elle a jamais déchaîné de rejet sur le terrain. Elle était plutôt bien accueillie où elle allait. Elle était plutôt, il n'y avait pas de haine contre Pécresse, quoi. Honnêtement, c'est pas ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Le Zénith, c'est un tournant, parce que ça a feuilletonné sur elle a été mauvaise, etc. 5 jours après, elle fait un autre meeting où elle est bien meilleure, mais forcément, c'est le jeu et c'est pas celui qu'on diffuse. Bien sûr.
Et puis on a senti par contre un changement peut-être dans le camp, où forcément quand les sondages étaient très bons, tout le monde l'adorait dans son camp. Et puis au Zénith, voilà, où tout le monde avait la parole la plus dure contre Sarkozy elle. lui a Quoi. tapé pas mal sur les doigts. Hein. Mais non, il a rien dit. Sarkozy, il a lancé des petites piques. Oui, Moi, il j'ai a- fait des mais articles il a- là-dessus. il a surtout Il rien était dit, pas quoi. content. Oui, il a pas soutenu. Ouais, c'est ça. C'était déjà dire Il a beaucoup. surtout rien dit. Et donc, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui forcément l'a plombée. Et en même temps, elle avait aussi ce discours de dire mais moi, en fait, Sarko, j'ai pas besoin de figure tutélaire Oui, et j'ai pas c'est besoin ça. qu'il me soutienne. Elle le disait. Et je pense que ça, on n'a pas non plus voulu l'entendre. Le côté, bien sûr que ça a plombé sa campagne, Mm. mais je pense qu'elle avait aussi conscience qu'elle devait pas s'attacher à tout prix à ce soutien qui, de toute façon, n'est pas venu et avait peu de chance de venir. Elle, je pense qu'elle paye un vrai problème de communication en fait. Parce que dans le fond, je veux dire, le fond est pas mauvais. Par contre, il y a quand même, ouais, on voyait quand même qu'il y avait quelque chose d'un peu fragile dans la communication, qu'elle n'était pas forcément à l'aise. Et ça, aujourd'hui, j'ai l'impression quand vous faites de la politique, on vous Elle le fait pardonne beaucoup pas, de com. quoi. Ouais, ça, et puis il y a honnêtement, et alors pour le coup, autant je dis pas ça sur les journalistes, où on attend des femmes politiques parfois qu'elles soient des hommes, quoi. Aussi. On attend qu'elles se comportent comme des hommes, on attend qu'elles. Et je pense que l'exercice du Zénith, c'est aussi, alors que quand 5 jours après, elle le fait au canet hyper naturel, comme elle, etc., ça passe bien, c'est ce côté de s'enfermer dans un rôle, d'un côté. Mais elle l'a dit même, j'ai voulu faire un truc d'homme et ça n'a pas marché. Ouais. Il y a une animatrice portugaise qui a dit les femmes n'ont pas à faire les hommes. Oui, mais c'est exactement ça. Et je C'était pense ça, qu'elle la a raison phrase. parce qu'on a les références encore qu'on a aujourd'hui en termes de débat télé, en termes de meetings importants. De stature, même Ce sont de des voix hommes, et mais de tout. voix. Quand on l'attaquait sur sa voix, oui, oui, sa voix, oui, elle a une voix de femme. Jusque-là, c'est plutôt d'ailleurs logique. Et c'est aussi le genre de réflexion qu'on faisait à Hidalgo. C'est-à-dire que, faisant abstraction du fond, des scores, machin. C'est ça. C'est, ouais, mais sa voix, oui, mais ses tenues, oui, mais en fait, on n'a pas beaucoup demandé à Sarko quelle était sa couleur de cravate, quoi. Ouais, mais on fait pas la remarque à Le Pen. Et c'est une femme pourtant. Elle est classée dans les hommes politiques, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Oui, non, mais d'accord, mais elle Non, mais a joué sur honnêtement, son image. Parce là. que très souvent, quand on parlait du nombre de femmes candidates, et c'est drôle parce qu'on les comptait, mais il en manque une. Je crois qu'il manque Il Marine manque Le Le Pen. Pen. Mais parce que, en fait, il y a un truc aussi, c'est qu'elle est dans le paysage depuis plus longtemps. Exactement. Donc en fait, On s'habitue. c'est le nom, enfin c'est l'héritage Le Pen, etc. Et c'est vrai que quand vous comptiez les femmes politiques, Pécresse, Hidalgo, Bah, qui Le Pen, je Bah, crois. Le Pen, tout simplement. Tout simplement. Non, mais c'est sûr. Est-ce que tu as ton portable quelque part pas loin de toi? Tout à Est-ce fait. que tu écoutes de la musique? Mon Dieu, non. T'écoutes pas de la musique, si? Parce qu'on a déjà eu quelqu'un qui n'écoutait vraiment pas de musique. On va faire un petit tour dans ta playlist, si ça ne te dérange pas. Alors, ouais. Alors, la musique que tu écoutes quand tu es dans l'avion pour déstresser. Non, dans l'avion, j'ai besoin de tout entendre. Parce que je suis persuadée que s'il y a un problème, je vais le Il faut régler. que tu l'entendes. Ah non, mais moi, non. Moi, dans l'avion, je suis en mode éventuellement peut-être un film. Et on me parle, mais quand je veux bien qu'on me parle. Ouais, d'accord. Il faut Pas que me tu aies les stresser. oreilles libres. quoi. Ouais, et je peux être insupportée par l'hôtesse de l'air qui arrive au moment où je suis un peu stressée et qui me demande si je veux un jus de tomate. Et je me dis, mais m'en parlez pas, ça va porter malheur. Personne ne quoi. boit du tomate, de toute façon. Si? Alors, la musique qui te rappelle la campagne de Pécresse. Ah bah alors oui, mais ça c'était le, je sais même pas, si c'est ça, c'est son, je l'avais dans mes dernières recherches quand même. Ça c'était son lancement de meeting. Ouais. Et en fait c'est fou parce que c'est, enfin du coup c'est resté quoi. Et justement le jour je me rends compte que je l'ai chasamé, que je l'ai retrouvé. Voilà. Ok. Ça te rappelle de bons souvenirs? Bah honnêtement une campagne, alors c'est peut-être méchant pour les candidats qu'on suit, mais nous c'est hyper sympa entre confrères. On avait vraiment une bonne équipe avec mes confrères. Qui, je pense, change tout. Parce que si vous passez 5 mois avec des gens que vous n'aimez pas, Oui, non, ou en bah qui oui. vous n'avez pas confiance, D'un coup, ça 5 devient long. mois, c'est long. C'est les soirées à l'hôtel où, alors, soit vous mangez tout seul, hein, mais où vous êtes quand même avec ces gens du matin au soir, etc. Et nous, il y avait une bonne ambiance. Et justement, en fait, les débuts de meeting, c'était toujours drôle parce que c'est le moment où on s'installe, où il y a un peu d'excitation, où on est là, genre, ouh, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ouais, pour le coup, c'est un bon souvenir à nous, quoi. Est-ce que tu sais quelle musique Pécresse aurait choisi si elle avait été élue? Est-ce qu'elle te l'a dit? Ou est-ce qu'elle le savait elle-même? Oh, Donc bah, ma elle question sa- tombe à l'eau. Elle savait qu'elle serait pas élue, je crois. Ouais, mais elle Après, pensait pas qu'elle ferait moins de 5%. Très, La pauvre. non, très pudique. Non, elle nous a pas, on n'a pas eu beaucoup d'échanges très perso avec elle. Ok, la musique que toi tu écoutes pour oublier le boulot. Si tu arrives à oublier le boulot. Qu'est-ce que j'écoute pour oublier le boulot? Non, mais en fait, moi, en réalité, j'aime bien la chanson française. Bah, et t'as le donc, droit, je hein. mets des playlists chansons françaises et je laisse dérouler, etc. Et ce matin, dans le métro, c'était Jean Ferrat. Hier, oui. c'était Vianney. Enfin, voilà. C'est un Ouais, peu ça. c'est cool. Ouais. La musique qui te booste quand t'as une grosse journée de boulot. Mais moi, j'écoute bien les musiques de la Starac. Ah ouais. Genre Academy saison va 1 et revenir. 2, genre la musique et tout. Et ça Oui. me. Et moi, je crois que je suis dans un clip et je pars Ok, et je chacun suis à son Donf. étage. Et je pense que je présente mes excuses à tous les gens qui me croisent sur le quai du métro le matin quand je marche trop vite et que je suis un peu trop Tu motivée. sais que le problème de ne plus avoir de masque, c'est que moi je me surprends à chanter dans la rue. Pareil. Et à me dire, oula, ça se voit maintenant. Mais On va en tout cas, sourire sache que vachement. la Star Academy va revenir. Ouais, Voilà. mais j'ai suivi, hein. Je suis sur le coup. Je vais regarder. Ouais, Reporter de Star Academy, Elodie. ouais, c'est peut-être Le une grand reconversion, ouais.
Bah, c'était tout, c'était le moment playlist. Moi, je vais revenir un petit peu sur le traitement de l'actualité sur les chaînes info. Depuis que les chaînes en continu existent, bon, il y a eu pas mal de polémiques sur ces sujets parce qu'en gros, il faut que toute la journée, vous ayez quelque chose à dire, même quand il se passe rien. Donc, c'est vrai que on dit des fois que ça peut être un peu... en tout cas, c'est un peu mon avis. Je trouve ça parfois un peu risible, voire limite putassier par moment où il faut parler, mais il se passe rien. C'est la course à celui qui sera le premier sur place. Ou celui, voilà, comme on disait, qu'il faut pas, voilà, il faut être toujours là, etc., etc. Et finalement, vous expliquez tous la même chose en boucle et tout ça. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça ? Est-ce que par moment ça te lasse ou t'as toujours quand même cette excitation ou voilà, t'en penses quoi ? Un, il y a toujours l'excitation, et deux, même quand il y a des journées où on n'a pas grand-chose à raconter, notre job, c'est d'essayer de trouver quelque chose à raconter. Oui. C'est de se dire, il faut trouver quelque chose. Nous, à CNews, on a quand même un avantage sur les reporters, etc. C'est qu'il y a plein de sujets qui, s'ils sont terminés, s'il n'y a plus raison d'être, en fait, qu'on arrêtera de traiter. Et où il y a plutôt des débats en plateau. Et je pense que c'est un bon équilibre entre se dire, oui, il faut traiter l'actu, mais à un moment donné où, en fait, le reporter qui est devant une porte qui est fermée depuis 12 heures, peut-être que ça ne fait pas avancer le schmilblick, quoi. Mais c'est forcément là où c'est lassant, c'est quand vous avez une journée un peu longue et qu'il se passe pas grand chose. Oui, comme tout le monde, vous êtes fatigué et tout, mais après c'est le jeu des chaînes info, et moi c'est aussi ça qui me stimule, c'est le côté voilà, vous êtes sur le truc, il faut essayer de faire mieux les choses, il faut essayer de combler quand même, et c'est aussi ça qui rythme votre journée. Moi je préfère voilà des collègues qui ont des chaînes où il y a par exemple qu'un JT ou deux. Moi, quand j'ai fait 12 duplex, ils en font 2, mais ils ont attendu le même nombre d'heures. Donc, moi, au moins, ça m'occupe une fois par heure, quoi. Voire une fois par demi-heure quand j'ai de la chance. Ouais, quand il se passe Donc, avant de critiquer une chaîne d'info, on pensera aux petits journalistes qui sont derrière. Non, c'était un peu exprès, j'ai fait exprès. Après, c'est le but du jeu de la chaîne d'info. Tu sais que tu auras toujours la même info toute la journée, c'est le but. Tout à fait. Sinon, tu regardes que ton JT de 20h ou de 13h. Qui retombent dessus. C'est ça. Avec tout ça, tu as le temps d'avoir une vie ? Oui, après, davantage maintenant que pendant la campagne. Forcément, la campagne, c'est quelque chose de particulier, parce que c'est ce que je disais, pendant 5 mois, vous suivez quelqu'un qui va faire votre agenda, qui va annuler vos week-ends sans le savoir, qui va annuler vos soirées entre amis. T'as dû la détester par moment, Pécresse. En fait, c'est le jeu. Après, il y a des moments où c'est frustrant, parce que vous vous dites, c'est fou de vous dire, pendant 5 mois, en fait, elle va faire mon planning. C'est-à-dire, vraiment, en fait, c'est comme si vous alliez dans la rue, toi, fais mon planning pendant 5 mois. Ouais. Bon, c'est le jeu. Ouais. C'est aussi intéressant parce que honnêtement, quand vous aimez votre job vraiment, je me serais pas vue de poser des jours, je me serais pas vue de louper des déplacements, parce qu'en fait vous avez envie de suivre tout ça. Passionné. Donc voilà, mais je pense que ça aide parce que vous acceptez ces contraintes-là si vous aimez ce que vous faites. Parce qu'effectivement, se taper 5 mois à être off quand vous pouvez, à décaler toute votre vie tout le temps, si vous n'êtes pas un peu passionné par le truc, honnêtement, c'est lassant, quoi. Après, en théorie, comme tout le monde, j'ai 2 jours de week-end par semaine. J'aime bien le théorie. En théorie. Et donc, ça permet de voir un peu du monde, de sortir, de prévoir des apéros le soir. Enfin voilà, on a quand même une vie. Rédaction que tu vises Moi, honnêtement, non. Enfin, j'ai pas eu... toutes les chaînes où je suis passée, j'ai appris plein de trucs. Moi, CNews, c'est une chaîne qui est quand même chouette avec nous, qui nous fait faire plein de choses. On est un petit service, mais ça permet... je pense qu'il n'y a pas de place pour l'ego et la concurrence entre nous, ce qui est quand même assez chouette. Et puis, ça nous permet d'être visible, de faire à la fois du plateau, à la fois du terrain. On est beaucoup sollicité, on est vraiment aussi concerté sur les décisions à prendre, etc. Donc, c'est un bon mode de fonctionnement. Enfin, c'est sympa pour nous, quoi. Moi, je vais revenir un peu sur le côté média. On dit souvent que c'est le 4e pouvoir. Pour moi, c'est même peut-être le premier. C'est même peut-être le premier aujourd'hui. Je repense, par exemple, moi, je prends toujours cet exemple-là parce que je l'ai vécu de l'intérieur, l'élection de la primaire avec Juppé, Fillon. Pour moi, c'est les médias qui ont fait tout basculer 15 jours avant et c'était impressionnant à voir dans le traitement. Est-ce que tu as conscience du pouvoir que tu peux avoir, toi, ou avec tes collègues, quand vous décidez d'avoir une ligne éditoriale, etc. Vous en avez conscience ? Alors, je pense qu'on en a conscience, mais que quand on en a conscience, on n'abuse pas. Moi, j'ai conscience que ce que je dis va être écouté et j'ai conscience qu'une phrase malheureuse peut avoir des conséquences. Sur des hommes politiques qui, on peut en penser ce qu'on en veut, mais qui restent des hommes, des femmes avec des sentiments et à qui on peut faire beaucoup de mal avec une phrase ou deux. Et je pense que justement, moi j'ai vraiment ce côté de me dire oulala, moi je fais attention, dire qu'un zénith est raté, pour moi c'est pas me dire qu'un zénith est raté. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont pas, mais en fait je suis pas juge pour décider que c'est raté. Par contre, je pense que le point négatif que j'aime pas dans mon job et le truc vraiment qui me gêne, c'est effectivement de voir parfois Fillon, Juppé, Pécresse à certains égards ou plein d'autres, mais de se dire quand on se met tous derrière quelqu'un
et qu'on s'acharne, ça, c'est peut-être que ces gens devraient être procureurs ou juges parce que c'est pas ma vision du métier. Et je pense que vraiment le seul point noir dans mon job, c'est ça, de voir parfois des collègues où je me dis je pense qu'on fait pas le même métier, mais vraiment pas. Et ça t'est déjà arrivé d'avoir des divergences avec ta rédaction, avec la ligne éditorialiste, c'est dur à dire ce mot. Ça t'est déjà arrivé? Honnêtement, nous sur le terrain, on nous laisse faire notre job comme on le veut. On peut dire beaucoup de choses sur la ligne éditoriale de CNews, sur les gens qui sont invités en plateau, mais c'est pas moi. Enfin voilà, moi je suis journaliste, moi je bosse comme ça. Moi, ce qui compte en fait pour moi, c'est que moi on me laisse faire mon job comme j'entends. Après, ce qui se passe en plateau, la vie des éditos, etc. Et je pense d'ailleurs toute chaîne, tout média en fait, on parle beaucoup de CNews en ce moment, mais avant c'était BFM qui était trop pro Macron, aujourd'hui c'est nous qui sommes trop pro Zemmour, je ne sais quoi. Mais moi sur le terrain, quand je suis passée de BFM à CNews, j'ai pas bossé différemment. Ouais. Donc moi, tant que je suis dans une rédaction où moi je peux faire mon job comme je le veux et on me dit pas au lieu de dire ça, dis ça. Ça me va. T'as été programmatrice, toi. Ouais, tout à fait. Ça doit être dur quand on voit le nombre d'invités qu'il y a par émission. Vous en êtes à presque une quinzaine par matinée, par journée, si je dis pas de bêtises. C'est dur aussi de se renouveler, de faire venir tous les jours 15 personnes différentes. Ah bah c'est dur Donc de on se peut pas renouveler. que vous reprocher ça. Il y a aussi les gens qui ne sont pas disponibles que pour vous. Des gens qui vont pas être dispo, des gens qui veulent pas venir. Qui annulent Plein aussi. de gens nous disent mais on les entend pas. Bah oui, mais en fait ils viennent pas. viennent Enfin pas. c'est aussi une réalité. Et puis en programmation, vous avez beau chercher de nouveaux profils, ça demande une volonté déjà de passer à la télé, ça demande une disponibilité. Que tous les gens n'ont pas et n'ont pas envie d'avoir. Vous avez des gens qui, effectivement, vous leur dites demain 15h, le mec, il a ce qu'il veut à son agenda, il annule tout. Et il y a aussi des personnes qui, soit sont loin de Paris, soit qui ont un agenda calé et qui n'annuleront pas tout pour venir vous voir, quoi. Je reviens sur l'idée que tu disais, là, parfois on s'acharne peut-être sur une personne, etc. Ce qu'on peut remarquer aussi avec cette histoire de pouvoir ou de conception des journalistes, en tout cas du traitement politique, c'est que souvent les politiciens sont bousculés, on parle toujours de ce qui ne va pas, l'erreur qu'ils ont faite ou qu'ils n'ont pas faite, Plein de mais choses qu'on bien soupçonne aussi. qu'ils ont fait, etc. On a tendance à ne parler que de ce qui ne va pas. Par contre, on ne parle jamais de ce qui va. Et on arrive aussi à cette perte de confiance, etc. Et à des taux d'abstention records. En fait, je pense que tout le monde est un petit peu responsable, les politiques comme les journalistes, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu sens, tu perçois ce phénomène ou vous en êtes un peu éloigné quand vous êtes dans la bulle et puis t'as la tête dans le guidon, donc des fois c'est compliqué. Non, mais on se rend compte qu'il y a un constat où effectivement aujourd'hui vous parlez d'un ministre quand il fait une boulette, vous parlez d'un député quand il a eu un mot de trop à l'Assemblée, le jour où le député déposera une super proposition de loi, vous en parlerez pas. Voilà. Ça c'est sûr. Après moi vraiment j'ai un profond respect pour les politiques, mais quels qu'ils soient, quel que soit leur parcours, parce que ça demande, on a beau dire ce qu'on veut, mais quand même un cursus, un engagement, parce qu'en fait, beaucoup qui prennent tellement pour tellement peu. Et en fait, moi, je respecte ça, parce que je me dis, on peut en penser ce qu'on en veut, mais ces mecs sont là. C'est quand même, pardon, c'est pas très populaire de le dire, mais des mecs qui seraient bien mieux payés dans le privé ou quoi que ce soit, qui s'en prennent plein la tronche, qui font le tour des plateaux télé pour qu'on leur dise tout ce qui est pas allé. Et je me dis, oui, c'est un peu rude pour eux. Et alors après, je pense que d'où l'intérêt, voilà, sur place, d'essayer parfois qu'on fait un duplex, de dire aussi les choses qui vont bien quand il y en a, parfois, quand un des plats est raté. Mais je pense que c'est important aussi, parfois, de dire ce qui va. Par contre, il est évident que si je dis tel déplacement, je dis Elisabeth Borne au hasard, mais c'est mal passé, tout le monde va m'applaudir. Si je dis Elisabeth Borne a été bien reçue, je reçois des tonnes de tweets parce que je suis trop pro-Macron. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire, en fait. C'est qu'aujourd'hui, alors, tu parlais même de l'échelle locale tout à l'heure. Bien sûr, on peut le dire, même un maire, un conseiller municipal. Tout ce qu'on fait au quotidien, et c'est que des projets qui sortent, et c'est constructif, et ça va dans le sens des citoyens, ça, des gens n'en parlent jamais. Mais par contre, voilà, dès qu'il y a une petite boulette, une petite dépense où on n'aurait pas dû, etc., là, ça fait les gros titres, tout le monde est content. Le côté putaclic. Ne me regarde le pas. Côté putaclic, etc. Je n'y suis pour rien. Non, mais je sais, J'ai un mais flux je me fais à un peu respecter, aussi l'avocat du diable, mais c'est vrai que quand... alors bon, moi, c'est pas un secret pour personne, je fais de la politique, je suis élue, etc. Et j'avoue que quand on est... et puis il y a l'élu local pour le coup, donc on est toujours un petit peu... C'est dur quand même de se dire, non, mais pourquoi on montre pas aussi aux Français qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien et que c'est toujours ce qui va pas qui est le plus vendeur, quoi. Alors c'est peut-être notre côté un peu schizo, très français, Non, quoi. mais les bonnes nouvelles font pas vendre. C'est ça. C'est un scoop. Donc, non, mais honnêtement, c'est... Et puis c'est le jeu après qui s'entretient entre une bonne nouvelle immédiatement taclée par l'opposition, donc on parle de la réaction de l'opposition, donc on dit oui, on peut nuancer telle nouvelle ou telle nouvelle. C'est ça. Alors que fondamentalement, il y a quand même des choses qui parfois sont bien faites et de tout parti confondu d'ailleurs. Et la montée des réseaux sociaux, vous la vivez comment, vous, en tant que journaliste ? C'est
il y a à prendre ou à laisser, j'enfonce des portes ouvertes dans ce sens-là, mais c'est un réceptacle de violence inouï aussi pour nous. C'est-à-dire que suivant ce qu'on dit ou ce qu'on fait, on peut se prendre un shitstorm Twitter, c'est d'une incroyable. violence C'est inouïe. ça, ouais, c'est ça. Alors moi, je prends le parti d'en rire, ça me fait rire. Et Ouais. les meilleurs, je les poste sur Instagram. Je trouve ça très drôle. Ouais. Parce qu'en fait, je me dis, je vais pas me laisser démonter par Non, t'as Jojo raison. 412 qui a pas de photo, Mm. qui me dit que voilà. Après, je peux comprendre que ça marque, quoi. Enfin, parfois, Mm. vous avez des commentaires, vous dites, ok, super, ça fait pas très plaisir. Ouais. Après, c'est bien parce qu'il y a, c'est un accès à une information et je pense que notamment les jeunes, etc., qui puissent avoir accès à Twitter, à Facebook pour avoir des infos, c'est bien. Et en même temps, on voit bien que personne ne distingue le vrai du faux. Et ça, c'est hyper dangereux. Le nombre de fois où on nous envoie des trucs, oui, vous parlez pas de ça, non, parce qu'en Mais parce fait, qu'en fait, c'est pas vrai. tu remarques, c'est le Gorafi, mon grand, donc Ouais, c'est une erreur. Mais c'est compliqué. Et puis c'est un monde qui est violent. Enfin, moi, je me passerais bien des réseaux sociaux. Ouais. Autant je suis tout le temps dessus, Oui. autant plus ça va, plus je me rends compte qu'en fait, ces réseaux deviennent. Enfin, C'est des déversoirs. Hein. c'est des déversoirs et qu'une fois, comme on le disait, c'est-à-dire qu'en fait, vous dites un truc bien, mais c'est vrai pour tout le monde. Oui, oui, Personne, ça pourrait pour tout le personne monde. qui vous adore le mettra sur Twitter. Par contre, qui vous aime pas, ça, vous le savez. Ça, ouais. En temps réel, hein, c'est fabuleux. Ton projet idéal, est-ce que alors tu nous l'as dit un peu tout Oui. à l'heure, t'aimerais pas Elle a anticipé plein de Ouais, questions, ouais. c'est pour ça que je suis un peu à court. On est un peu, ouais, tu nous as dit plein de choses, c'est super. Est-ce que tu nous as dit que tu n'avais pas forcément d'ambition de voir un JT ou une émission, mais comment tu vois un peu ton évolution à court terme ou à moyen terme, enfin, sans aller trop loin parce que c'est un peu angoissant et compliqué, mais Non, mais à court terme, moi, ce que je fais me plaît d'être journaliste politique dans une chaîne info. À plus long terme, honnêtement, même à moyen terme, je sais pas. Parce que je me dis, ça dépend des opportunités, ça dépend des évolutions, ça dépend des gens que vous croisez sur votre route, etc. Donc, j'ai pas de. Je suis pas malheureuse où je suis. Donc là, je peux dire, ouais, dans 20 ans, je serai encore là. Tu Et peut-être que ça t'éclates, sera quoi. vrai. Ouais. Mm. Bah, en fait, je pense que le fait d'être contente d'être là où je suis fait que je suis pas en train de me demander où je pourrais être bien ailleurs, sûr, quoi. bien sûr. Le fil conducteur de ta vie, pour le moment, c'est la politique ou c'est le journalisme? Bah, en fait, chez moi, les deux sont liés, quoi. Ah non, tu ne réponds pas. Elle nous fait une langue de bois. Bah, non, c'est plus le journalisme. Parce Ok. que si demain on me disait il n'y a plus un seul job, tu seras journaliste dans une autre spécialité, bah voilà, je serais triste parce que c'est une spécialité que j'adore. Bah mais bon, je l'accepterai. Et tu pourrais te présenter un jour aux élections? Bah, faut jamais dire jamais. Hein. Quelles élections précises? Non, mais Ah, en fait, en réalité, j'ai conscience que le jour où je ferai ce passage-là, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de chemin retour. Il y a c'est plein de compliqué. journalistes qui l'ont fait, ils reviennent pas en arrière. hein. Bah Ah non, non, de toute toi, façon, tu tu peux peux plus pas. après. Donc c'est pour ça que c'est une décision qui, si un jour elle devait avoir lieu, et je ne sais pas s'il aura lieu, doit être fruit d'une vraie réflexion que j'ai pas du tout menée là. Enfin, je me dis pas. Enfin là, il y a eu des élections législatives, je me suis pas dit je vais me présenter quoi. Et C'est trop tôt. éditorialiste. Bah, éditorialiste, c'est pareil, c'est aussi un autre rôle. C'est déjà un petit cap. Ouais, mais en fait, à la fois, c'est intéressant parce que c'est une autre façon de faire du journalisme et du coup, c'est intéressant. Et d'un autre côté, quand vous donnez un peu plus votre avis et tout, parfois, moi, je suis un peu gênée de me dire, mais est-ce que mon avis intéresse vraiment quelqu'un? Non, mais c'est une vraie question Mais que je c'est me pose. d'ailleurs mais- ce que tu m'as dit quand je t'ai invité. Oui, c'est vrai. C'était tellement drôle. Mais oui, mais en fait, ça va intéresser qui? Bah déjà nous. Bah, déjà, sinon on t'a contacté, c'est que tu as 2 personnes en face Voilà, qui sont ça intéressées. intéresse déjà 2 personnes, Ouais, donc c'est c'est déjà cool. pas Et mal. tu ne nous connaissais pas, donc imagine les autres. Non, mais si, c'est toujours très intéressant. Même des gens, tu sais, qui font. On le dit souvent, nous, mais tu croises quelqu'un dans la rue que tu connais pas, et c'est sûr que cette personne a des milliards de choses à te raconter, et il y a toujours quelque chose à en tirer, quoi. Donc oui, ton avis peut intéresser les gens. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais écrire un livre, vu que tu as déjà vécu plein de choses en tant que journaliste, même en politique? C'est quelque chose qui t'intéresserait, pardon? Oui, après, ça arrive souvent que ça se fasse en fin de campagne présidentielle. Là, honnêtement, je n'ai pas Trop l'envie fatiguée. ni l'énergie. Enfin, là, voilà. Mais non, oui, c'est intéressant. Après, je pense qu'il faut. On m'a beaucoup dit, c'est un peu un passage obligé en réalité. On dit, il faut que tu écrives un livre un jour. ouais. Alors moi, je me dis pas du tout, faut que j'écrive un livre. Parce que je le ferai si j'ai envie, sur un sujet dont j'ai envie, au moment où j'ai envie. Je te dis, ça se pourrait. Oui, je me dis, ça se pourrait. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé écrire. À l'école, j'aimais bien faire des rédactions et tout. Donc, j'aime écrire. Mais je me dis, c'est pas une pression. Et 2, c'est quand moi, je me dirais, bah, je pense avoir un truc intéressant à raconter. Je pense avoir le temps pour le faire bien que je le ferai. Et non pas, je sais pas, genre, à 35 ans, il faut que je l'ai fait ou un truc comme ça. C'est pas ça qui me. Puis c'est du travail quand même. Donc là. Ah bah Oui, oui, un peu. oui, on est bien d'accord. tu Là, fais pas ça honnêtement. entre deux trucs. Non, mais c'est pour ça, faut avoir aussi un peu un temps de cerveau dispo pour ça et de se dire, je le fais pleinement. C'est pour commencer à me dire, ouais, j'écris un truc et puis lâcher au bout de 2 semaines. Bon. Bah, t'as le droit aussi, hein. Oui, mais ouais. J'ai envie de me Non, mais lancer oui, le je jour où rigole. je sais
Que tu vas le faire J'ai pour de vraiment vrai. envie de le faire, ouais. Demain, Eugénie se présente. Tu la suis en prio ou pas du tout? Moi, j'espère bien. Maintenant que tu l'as rencontrée. Je quitte tout. Tu quittes tout pour Eugénie. Ouais. Ah voilà, Et ce qui me il semblait. faudra juste m'envoyer exactement l'endroit où je dois aller parce que c'est très loin. Voilà. Ce sera en France, ça prendra Promis, blague. j'éviterai les avions. Oui, mais oui. C'est gentil parce que si je dois faire l'aller-retour toutes les semaines, là, je vais pas y arriver. Hein. Bon, écoute, Elodie, merci d'être merci à vous. C'était un jusqu'à plaisir. nous. C'était vraiment Très sympa. un vrai plaisir. Intéressant de découvrir ce métier qu'on voit tous les jours, mais au Oui. final, on ignore un peu ce qui se passe. Donc, c'était vraiment très intéressant. Merci à toi. Merci à l'hôtel Play, dans le 8e arrondissement de Paris. Voilà, qui nous accueille aujourd'hui. Elodie, vous la retrouvez sur CNews. Il faut la surveiller. Des fois, elle est en tout petit dans un coin. Des fois, elle est en gros. Parfois, en gros, ça dépend de l'exposition que j'ai chaque jour. Ah, Oui. voilà, exactement. Mais Évitez de lui prendre la tête sur Twitter aussi. Ce n'est pas mérité. Ça serait bien aimable. Elle ne fait que son travail. C'est ça. Elle le fait bien, donc allez la voir. Et puis, écoute, merci encore. Mais merci à vous deux. Et puis, Merci à toi pour ton temps. Peut-être à bientôt. Et j'espère. Merci et nous, on vous dit à dans 15 jours. À dans 15 jours.